Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous remercions tous nos partenaires qui sont déjà en ligne pour participer au présent webinaire. Nous allons devoir y aller puisqu'on a parlé de 15 heures. On avait laissé 5 minutes de battement. Il ne faudrait pas que les premiers soient pénalisés par le retard des autres. Merci d'être au rendez-vous. La Direction générale des impôts, par ma voix, vous remercie pour votre présence à ce rendez-vous. Elle tient à partager avec vous certaines informations très précieuses qui seront en vigueur dans les tout prochains jours. Il s'agit de la mise en œuvre d'un prélèvement appelé AIB de 5% qui, très prochainement, sera à la charge de toute personne qui ne figure pas au fichier de la Direction générale des impôts et qui ferait des factures normalisées en ligne. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais d'abord me présenter. Je suis Eric Massim Messan Akakpo-Djintri. Je suis le directeur de la cellule de gestion des factures normalisées à la DGI Bénin. Je suis entouré pour l'occasion de mes principaux collaborateurs que sont Ismaël Obinti, qui est ici à ma droite. Il est le chef du bureau d'appui technique à la DGI, plus précisément à la cellule de gestion des factures normalisées. À ma gauche, vous avez M. Moïse Nda, qui est le chef du bureau de contrôle à la cellule de gestion des factures normalisées. Nous avons la charmante dame qui est à côté de nous, qui est également une collaboratrice en service au niveau du bureau d'appui technique. Elle s'appelle Marlène Aïlesso. Donc voilà l'équipe qui est chargée de discuter avec vous cet après-midi pour le sujet principal que je venais de vous annoncer. AIB a payé par les personnes non connues au fichier des impôts à l'occasion de la délivrance des factures normalisées. Nous allons essayer de vous faire une présentation synthèse qui sera suivie justement d'une discussion. On va vous laisser la parole pour que vous puissiez poser vos préoccupations, nous faire part de vos observations, idéalement concernant directement le thème qui sera traité, et cela prioritairement, mais nous serons aussi disposés à prendre toute autre préoccupation d'ordre fiscal à l'occasion. Mais je tiens à dire pour la discipline que nous puissions d'abord décortiquer tous les sujets qui se rapportent au thème principal qui nous réunit ce soir. Donc, nous allons faire une introduction. Nous allons parler du cadre légal et réglementaire du prélèvement qui est prévu par la loi et qui sera mis en vigueur très prochainement.
Nous allons parler ensuite des modalités pratiques de sa mise en œuvre. Nous allons partager avec vous très brièvement le fonctionnement du dispositif de paiement et nous allons conclure. En guise d'introduction, vous le savez bien, autant que nous, désormais, que l'impôt est nécessaire pour la vie en communauté. C'est parce que l'État a des dépenses qu'il faut couvrir et des dépenses qui sont nécessaires au bien de nous tous, au bien de toute la communauté, que l'impôt a été un moyen pour pouvoir couvrir ces charges-là. Et il y a un auteur célèbre qui disait déjà, Gaston Gèze, quand vous faites la fiscalité, il dit l'État a des dépenses, il faut les couvrir. Donc l'impôt n'est qu'une forme de répartition des charges publiques entre les citoyens d'une cité, d'une communauté. Ici, il s'agit donc du Bénin. Et vous savez bien, la constitution béninoise du 11 décembre 1990, qui a été mise à jour à travers une révision, à travers une loi de 2019, a placé en bonne place, à son article 33, le principe pour dire que tous les citoyens, tous les habitants d'une nation sont tenus, entre autres, d'honorer leurs obligations fiscales. Vous le savez si bien aujourd'hui aussi que nous avons un gouvernement qui a bien révélé le Bénin à nos yeux et qui nous a donné l'exemple de ce qu'on peut faire avec la mobilisation des ressources. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons de très belles routes, nous avons des écoles, nous avons des marchés modernes, des enceintes sportives qui poussent de part et d'autre. Tout ça, c'est grâce à la mobilisation des recettes qui se font, et c'est donc vous qui êtes les premiers contributeurs, les citoyens, c'est vous qui contribuez à ce que l'État ait les ressources pour pouvoir honorer ses engagements. Mais si tout le monde doit payer les impôts, est-ce que dans l'effectivité, tout le monde le fait? Nous avons examiné un peu la préoccupation, on a vu que non. C'est vrai qu'on a fait des réformes. Nous avons fait des réformes de digitalisation jusque-là pour faciliter la vie aux contribuables, pour les amener à payer plus aisément leurs impôts. Mais force est de constater que malgré tout, certains continuent de traîner les pas à telle enseigne que le fardeau fiscal, si on peut l'appeler comme ça, pèse en définitive sur une partie de ceux qui sont appelés normalement à honorer leurs devoirs. C'est pour cela, par exemple, que nous avons constaté que nous avons dans nos fichiers près de 40 000 contribuables au niveau des centres des petites entreprises, au niveau des centres des moyennes entreprises, au niveau de la gestion des grandes entreprises. Nous avons un fichier qui comporte 40 000 contribuables. Mais au niveau de la réforme des factures normalisées, la cellule que je dirige, nous avons constaté que ceux qui font des factures sont à près de 135 000. Donc, on s'est dit qu'il y a une bonne frange de cette population alors qui n'est pas connue.
qui n'est pas connu. Ensuite, la loi a déjà prévu depuis 2 ans que lorsque une personne n'est pas connue et figure au fichier des impôts, à l'occasion des factures normalisées, cette personne va devoir payer un prélèvement qui a été fixé par la loi à 5%. À 5%. Donc nous avons mis du temps pour mettre en œuvre cette disposition. Nous avons pu concrétiser la mise en place de cette disposition. C'est pour ça que nous sommes venus à vous aujourd'hui pour échanger avec vous là-dessus, pour que vous ne soyez pas surpris dans les jours à venir, que vous ne soyez pas surpris dès le 1er avril, en tout cas dans la première quinzaine d'avril, vous pourriez être amené à l'occasion de la délivrance des factures normalisées en ligne notamment, à honorer préalablement une contribution de 5%. C'est de cela que nous sommes venus vous parler aujourd'hui. Et donc, ce prélèvement vient corriger un peu cette distorsion qui s'explique par le fait que ceux qui sont connus au fichier, qui souscrivent la déclaration fiscale, il y a un gap par rapport à ceux qui sont en principe attendus au niveau des déclarations à souscrire. Quel est alors le cadre légal et réglementaire d'un tel prélèvement qui sera demandé à certaines personnes qui feraient des factures en ligne? Le soubassement de ce prélèvement se trouve dans les articles 132D et 135 du CGI. L'article 135 du CGI, en son paragraphe 1, précise notamment que il est institué, indépendamment de l'AIB traditionnel, un prélèvement sur les importations, les exportations, les ventes et les prestations réalisées par les personnes physiques ou morales non connues au fichier de la DGI. L'article précise en même temps que le fichier des contribuables de la DGI est constitué par l'ensemble des contribuables relevant de ces structures opérationnelles et qui accomplissent régulièrement leurs obligations déclaratives et de paiement. L'article 132D vient donc préciser que le prélèvement dont il s'agit doit être payé à l'occasion de la délivrance des factures normalisées et son taux est fixé à 5%. À 5%. Ce même article renvoie à des modalités d'application par une note du DGI. À cet effet, justement, le directeur général des impôts a pris une circulaire pour donc finaliser les modalités de mise en œuvre. Il s'agit de la circulaire 0510 du 22 mars 2024 qui a été précédée par une note de service interne. Tout à l'heure, je vais vous en parler. Cette note circulaire précise les points saillants ci-après. Ce prélèvement qui se ferait à l'occasion des factures normalisées, ça le serait grâce à un dispositif technique qui a été déjà conçu et testé. Deuxièmement, les factures ayant fait l'objet du paiement d'AIB en ligne porteront une mention spéciale qui met vraiment en exergue distinctement le montant de l'AIB payé et qui dirait que il ne faudrait pas faire encore des retenues d'AIB à la source à cette hauteur. À cette hauteur. Donc le client ordinairement qui reçoit des factures de prestataires de services
ou d'une personne qui fait des travaux, prélevez derrière la source 3%. Désormais, vous n'allez plus vous voir prélever ces montants à la source si vous avez déjà honoré en ligne l'AIB au taux de 5%. Ce paiement alors ne fait pas doublon à l'AIB qui était traditionnellement opéré par les clients lors des règlements, mais bien au contraire, la note précise aux personnes qui faisaient les prélèvements de ne plus prélever à cette hauteur le montant concerné. Ensuite, la mise en œuvre a été prévue pour démarrer à compter du 1er avril prochain. 1er avril prochain. Et ça concerne en principe tous les contribuables considérés comme inactifs ou non connus. Je vous ai dit tantôt que si vous n'êtes pas connu au fichier, vous allez pouvoir payer, mais les personnes physiques, les personnes morales sont concernées et c'est ce que dit la loi. Mais dans une démarche progressive, dans un premier temps, nous allons simplement nous intéresser d'abord aux personnes physiques qui sont des consultants indépendants. Et il s'agira donc pour les personnes morales, c'est-à-dire que des personnes qui ont des registres de commerce ou qui relèvent d'un ordre professionnel quelconque, il s'agira pour ceux-là donc de s'efforcer de se mettre à jour dans des brefs délais. Sinon, ils seront amenés aussi à payer en ligne ce prélèvement de 5%. L'AIB qui est supporté sur les opérations effectuées par le fournisseur non connu au fichier des contribuables ne doit pas être confondu avec l'AIB facturé par un vendeur grossiste à un acheteur dans un but commercial ou présumé tel. Vous saviez que précédemment, lorsque un commerçant grossiste fait des ventes dans un but commercial à un client qui veut aller revendre ou bien veut aller l'utiliser dans un but commercial aussi, le grossiste est tenu donc de faire un prélèvement d'AIB. L'AIB dont il s'agit ici ne doit pas être confondu à cela. Donc si vous êtes dans une hypothèse où vous devez facturer l'AIB sur les ventes en gros ou bien les ventes dans un but commercial, vous devez les faire indépendamment du prélèvement que vous allez payer en ligne parce que justement vous n'êtes pas peut-être connu des fichiers de la Direction générale des impôts. Maintenant, nous allons passer à la phase pratique. La phase pratique. Comment ça va s'opérer? Vous le connaissez bien, vous qui êtes habitué à faire des factures normalisées en ligne, vous êtes habitué à l'interface que je viens de présenter là. Pour faire une facture, vous appuyez généralement sur enregistrer une nouvelle facture à partir donc du dispositif de facturation. Quand vous cliquez sur l'onglet, ça vous amène dans ce registre-là, dans cette fenêtre où il y a 4 possibilités. Enregistrer une nouvelle facture, enregistrer une facture d'avoir, enregistrer une facture de vente à l'exportation et enregistrer également une facture d'avoir à l'exportation. Désormais, lorsque vous avez l'interface là, vous devez savoir que vous pourriez être amené à payer en ligne avant de finir votre facture le prélèvement dont il s'agit. Donc, quand vous commencez par les factures, vous choisissez les articles. Là, on a fait des mots tests pour vous montrer comment ça va fonctionner. Ceux qui sont habitués savent déjà l'ossature qui est présentée là, qui est affichée à l'écran.
Donc, on a pris un article A, un article B. Un article est exonéré, l'autre est taxable. Donc, la facture qui est en projet et va être établie. Vous savez que pour finir la facture, il faut terminer sa facture en cliquant sur ce point rouge-là. Terminer sa facture. Lorsque vous allez terminer la facture, désormais, le dispositif va vous orienter vers une autre fenêtre. Pour pouvoir terminer votre facture, on va vous dire, attention, vous pourriez être amené à payer l'AIB de 5%. À cette occasion, vous aurez à choisir entre cette rubrique d'activité ou de transaction. Par exemple, vous voyez, il y a location d'immeubles au profit de l'État, du société d'État et consorts. Il y a ce groupe-là. Si vous êtes dans cette catégorie, vous allez cliquer là-dessus. Si ce que vous voulez faire par rapport à la facture, ça concerne peut-être, vous êtes peut-être agriculteur, éleveur, jardinier, pêcheur, vous cliquez sur le second groupe. Si au contraire vous êtes un revendeur sur les étalages, c'est-à-dire nos petits mamans qui sont dans des marchés et qui, peut-être celui qui est venu acheter, réclame pour pouvoir faire sa comptabilité une facture et que vous avez le dispositif pour faire la facture, vous allez prendre le troisième groupe. Mais si vous êtes un bailleur qui donne en location à titre individuel ou personnel des immeubles nus à usage d'habitation, vous allez aussi cliquer sur le quatrième groupe. Et si maintenant vous êtes exploitant de véhicules légers de transport en commun, vous cliquez sur le cadran qui s'y est ou bien qui convient. Mais si vous êtes autre, si vous ne vous trouvez pas dans les catégories précédentes, vous devez cliquer sur autre. Faisons l'exercice en cliquant d'abord sur le premier là. Ce premier, c'est un groupe de personnes qui, a priori, est en dérogation des factures normalisées. Mais ça ne les empêche pas de délivrer les factures normalisées. Et pour cela, on n'a pas voulu les épingler à l'occasion. Donc si vous cliquez sur continuer l'opération, vous allez pouvoir tomber sur votre facture qui a été finalisée avec les mentions nécessaires qui sont les signatures que vous connaissez bien désormais, le code QR qui est la tache noire là, est venu là-dessus. Vous savez, le code MECEF DGI, c'est-à-dire l'ensemble des caractères alphanumériques qui s'alignent là. Vous allez pouvoir les identifier. Le code NIM DGI, le MECEF compteur et également la date et l'heure de facture. Donc ça, c'est les éléments qui identifient une facture normalisée. Ça. Comme la personne a choisi le premier groupe là-bas et elle n'a pas été épinglée, elle peut donc finaliser sa facture et finaliser et aller tirer et envoyer ça à son fournisseur. Par contre, si par exemple vous cliquez sur une autre catégorie qui donne ouverture au prélèvement des 5%, par exemple ici j'ai choisi autre pour pouvoir vous démontrer de ce dont il s'agit. Quand vous allez cliquer sur continuer, ça va vous dire, attention, que vous êtes identifié comme personne devant payer les 5%. Et donc le système va vous diriger vers la plateforme de paiement. Donc, vous avez là encore la possibilité de renoncer à la facture ou de continuer, mais en payant préalablement le prélèvement qui serait exigé. Donc, en cliquant sur continuer, vous allez trouver l'interface qui est présentée là. Donc, qui va vous récapituler les éléments de la facture, votre numéro IFU, le type de facture, et déjà vous dire quel est le montant
de l'AIB qui a attendu, si vous finissez cette opération, vous allez faire le projet déjà de facture. Il va vous dire quel est le montant de l'AIB que vous allez payer en ligne dans votre carte d'espèce. Ici, il s'agit de 484 francs CFA qui apparaît là sur la dernière ligne avant de continuer. Lorsque vous allez appuyer sur continuer, vous allez retrouver donc les éléments de paiement. Vous pouvez payer par mobile money, ça peut être Move Money ou bien MTN ou bien Momo MTN. Ça peut également être Celtis. Celtis. En tout cas, le développement en cours, dès que Celtis arrive à rentrer sur la plateforme de paiement de Trésor Pay, puisque l'application est adossée au Trésor Pay dès que Celtis satisfait aux conditions pour être compatible avec Trésor Pay très rapidement, ça va être possible aussi de payer Trésor Pay. Et on peut envisager aussi, même dans un avenir proche, même qu'on puisse payer même de l'extérieur, dès que Trésor Pay arrive à être compatible avec ces moyens de paiement là. Et donc, quand vous allez remplir votre numéro de téléphone pour le paiement, vous allez confirmer le numéro de téléphone, vous mettez votre nom et prénom, le système va vous dire, veuillez vérifier si votre numéro de téléphone est correct et si vous avez sélectionné le réseau valide. Si vous dites oui et que vous validez, ça va vous envoyer un message sur votre numéro de téléphone pour dire de valider le paiement. Dès que vous validez le paiement, il va vous dire que merci de consulter votre téléphone pour finaliser le paiement. Dès que ça s'est fait et validé, vous revenez ici pour constater que le paiement a été fait avec succès. Automatiquement, avec quelques secondes, vous allez remarquer que c'est déjà fait à l'image de ce qui se fait aujourd'hui avec la TVM. Donc, quand c'est finalisé comme ça, alors là aussi, vous aurez encore la main pour finaliser votre facture. Et donc, ce qui change ici, vous voyez, après avoir finalisé, vous avez désormais la possibilité de tirer votre quittance. Si vous voyez dans le coin là, en haut là, il y a imprimé, il y a facture PDF que vous pouvez tirer en PDF, mais vous pouvez également en même temps tirer votre quittance. La quittance vient directement dans votre boîte. C'est votre numéro email, c'est votre adresse email plutôt, qui est reliée au système dématérialisé de facturation en ligne. Donc ça vient directement là et vous pouvez donc tirer votre quittance et conserver la quittance pour en faire usage ultérieurement. Voilà, c'est assez simple le dispositif. Nous allons donc conclure et vous laisser la parole pour que vous puissiez nous faire part de vos appréhensions, de vos préoccupations. Nous souhaitons inviter tous les acteurs à jouer convenablement leur partition. Parce qu'il s'agit d'une disposition légale qui est en train d'être mise en œuvre. Il est vrai que dans une première phase, ce sont les personnes physiques qui n'ont pas de registre de commerce, qui exercent en tant que consultants, ou qui n'appartiennent pas à un autre professionnel quelconque, c'est eux qui seront amenés dans un premier temps à payer en ligne ces prélèvements-là avant de finaliser leur facture. Mais attention, il faudrait que les entreprises qui ne sont pas connues, c'est-à-dire les établissements qui ne sont pas à jour des obligations fiscales, qui ne sont pas connus des services aussi, prennent le temps en même temps pour se régulariser au niveau de nos services. Sinon, dans la seconde phase, nous allons aussi les appréhender, ils peuvent être dans des centres, mais dès qu'ils ne sont pas à jour, pour un motif quelconque, avant de faire des factures, elles seront amenées également à payer préalablement ce prélèvement de 5%.
Donc, c'est le message que la Direction générale des impôts a partagé avec vous cet après-midi pour que vous ne soyez pas surpris, pour que vous ne soyez pas mis devant le fait accompli. C'est vrai que c'est déjà dans la loi depuis un certain nombre de temps. On a pris le temps pour faire les études, pour pouvoir voir comment il faut mettre en musique ça pour que ça ne puisse pas heurter trop de susceptibilité. C'est pour ça que c'est maintenant que nous sommes à même de mettre en œuvre le dispositif. Nous sommes venus en parler avec vous. Donc, merci. Merci d'être là. Merci de votre aimable attention. Et nous sommes ouverts pour toute préoccupation et échange avec vous. Merci et à très bientôt. Donc, vous avez la parole. Vous allez lever la main. On va vous donner la parole après avoir recensé les intervenants dans un premier temps. Et on va essayer de donner la parole autant que possible par ordre. Par ordre. Donc, ceux qui veulent bien parler n'ont qu'à lever la main. On va leur donner la parole et ils vont intervenir en direct. Ceci Bancolé. Ouvrez votre micro et parlez. Ceci Bancolé. Allô? Oui, allô. Bonsoir à Voilà, tous. oui. Voilà, Vous merci, me recevez? merci, chers partenaires. Merci de prendre la parole. Ok, merci. Euh, je, je voudrais, au niveau de... avant, quand vous dites contribuables non connus de la DGI, c'était les contribuables qui n'avaient pas de numéro IFU, ou bien il y a autre chose à comprendre derrière cette terminologie? Ça, c'est ma première question. La deuxième question. Donc, si je comprends bien la présentation qui a été faite, avant, l'AIB était prélevé par le client qui devait régler son fournisseur. Était prélevé à la source et reversé à la DGI. Mais maintenant, avec ce nouveau système, si je comprends bien, c'est le fournisseur qui paye lui-même directement son AIB avant d'envoyer la facture chez le client. Donc, le client ne doit plus rien prélever. Le client paye sa facture simplement. Je vous prie de me confirmer. Et en troisième question, si je prends le cas de l'École régionale supérieure de la magistrature, qui est exonéré de tout impôt, taxe et droits de douane en République du Bénin. Si je prends le cas MTN, par exemple, non pas MTN, si nous devons, si nous sommes un fournisseur, voilà, est-ce que nous devrons prélever, payer des AIB et sur les factures que nous faisons? Parce que dans la liste des 7 points, et je pense que vous avez listé, il n'y a rien qui s'apparente aux activités faites par les SUMA. Et alors, si on clique sur le autre prestation, ça facture directement. Le premier point que vous avez démontré, il n'a rien à voir avec les activités de la SUMA. Donc, dans ce cas, que doivent faire nos clients dans ce cas? Merci. OK. Merci. On va prendre d'abord une série avant de commencer les réponses. Donc, restez à l'écoute, chers partenaires, restez à l'écoute pour tout à l'heure pour les réponses. Madame ou monsieur Yaché. Merci, monsieur le directeur. Bonjour, chers participants. Merci au directeur pour la présentation. Ma première préoccupation est relative au taux de 3% et de 5% dont vous avez parlé au cours de votre présentation. Je voulais demander... Allô? On vous a perdu. Hein? Nous n'entendons plus votre voix, s'il vous plaît.
Votre micro est pourtant ouvert. Bon, on va passer à Rounkari Héloïse en attendant de revenir à vous. Ouvrez votre micro, Madame Rounkari. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour. Euh, oui, j'ai deux questions à poser. Je commence par la plus simple d'abord. C'est pour l'avenir, hein. Je voudrais savoir, pour ces personnes physiques qui vont payer l'AIB désormais, il n'y aura pas d'État à payer et d'État à déposer après au niveau des centres d'impôt. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Si il n'y a pas d'état financier à déposer après, ou bien des déclarations à faire après ça. Voilà, je Oui, oui. voulais me rassurer de cela. Je voulais me rassurer de cela. Ma deuxième question, pour une entreprise qui faisait déjà les factures normalisées et qui doit aussi faire son état financier, et à la fin qui doit payer 5% comme TPS, les AIB qui seront en train de payer en émettant chaque facture maintenant, comment les AIB seront traités? Ceux qui sont sous TPS, qui payent déjà la TPS. Parce que quelque part, vous avez dit que ces personnes-là sont aussi incluses dans le paiement de l'AIB en ligne. Ils seront en train de payer 5% en ligne. Et qu'en sera-t-il de la TPS à la fin de l'année lorsqu'ils vont déposer leur état financier? Comment est-ce que le traitement de cet AIB serait fait? Bon, ok, vous avez fini vos questions? Oui, peut-être que je vais revenir Bon, après. oui, oui, et je crois que je vais faire entorse à ce que j'ai arrêté comme procédure pour d'abord recenser toutes les questions, puisqu'il y a des confusions qui se font jour là. On va d'abord répondre aux deux premières préoccupations pour recentrer encore un peu la question. Nous allons commencer par la D'accord. dernière personne qui, Madame Héloïse là, pour bien situer les choses. Oui. Bon, lorsque une personne physique qui est un consultant indépendant, mais qui n'a pas créé une entreprise pour exercer son activité, son art ou bien son occupation là, lorsqu'il n'a pas créé une entreprise, donc il n'a pas créé établissement ni société, et exerce à titre personnel et indépendant, Personnel. c'est Oui. ces personnes qui sont concernées dans la première phase. Ces personnes-là seront Ok. amenées à payer 5% avant de faire la facture et ça va être libératoire en même temps de leur impôt. Ça va être libératoire D'accord. en même temps de leur impôt, puisque vous savez bien avec moi qu'une personne physique qui n'a pas de siège d'une entreprise, lorsque la personne là ne va pas être à jour de ses obligations fiscales, où est-ce qu'on va aller la retrouver, cette personne-là? À son domicile, c'est difficile. C'est pour ça que nous avons choisi de faire en sorte que ces personnes physiques qui exercent à titre indépendant, sans créer une entreprise ou sans appartenir à un autre professionnel, ces personnes-là devront désormais payer en ligne avant de faire leur facture. Et c'est justice. C'est justice par rapport aux entreprises qui exercent déjà et qui payent la TPS. C'est pour ça que le taux, c'est comme si ceux-là payent déjà leur TPS de façon anticipée et au cas par cas. Anticipe. Bon, ça, c'est la première chose. Donc, Ok. nous n'avons pas encore retenu que ces personnes puissent déposer encore des états financiers. Non. Pour l'instant, c'est à titre libératoire. Parce que c'est des individus qui ne sont pas adossés à des entreprises ou à une structure dans un ordre professionnel quelconque. Mais attention, lorsque vous allez quand même dépasser dans cet exercice-là de vos
émissions de factures, vous dépassez le seuil de 50 millions par an, là, on va vous obliger à créer une entreprise à bonne due forme avant de continuer à faire des factures en ligne. Donc, une personne physique qui fait des factures en ligne sans avoir un établissement ou une société va payer d'abord ce prélèvement avant de faire sa facture normalisée. Mais dès qu'elle va atteindre 50 millions... Au cours d'une année, non? Au cours d'une année. Mais dès qu'elle va atteindre 50 millions, on va l'orienter pour aller créer un établissement ou appartenir à un ordre avant de continuer à exercer. Ça, c'est la première question que vous avez posée et qui était nécessaire de préciser pour éviter aux autres la confusion. La seconde question, c'est que lorsque une entreprise existe déjà, est-ce que cela menait à payer en ligne les 5%? C'est non. L'entreprise qui existe déjà et qui accomplit régulièrement ses obligations ne va pas être épinglée pour payer d'abord ce prélèvement de 5% en ligne. L'entreprise va faire ses factures sans être orientée même sur un terrain pour pouvoir aller faire le paiement en ligne. Vous comprenez? Et donc, on n'aura même pas l'occasion de dire après qu'on va faire valoir. Mais attention, dans la seconde phase, lorsque vous êtes un établissement et que vous ne déclarez pas régulièrement vos impôts et que vous n'êtes pas à jour de vos obligations fiscales, dans la seconde phase, on pourrait aussi vous amener à payer d'abord ce prélèvement. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir compenser ces prélèvements que vous aurez à supporter sur la TPS de l'année. Mais je répète que dans la première phase-là, ces personnes ne sont pas concernées. C'est pourquoi je disais aux entreprises qui sont là, qui ne sont pas connues dans les centres des impôts, d'aller se régulariser très rapidement pour ne pas subir ce prélèvement. Très rapidement, on va les mettre aussi dans le dispositif et à chaque facture, elles devront préalablement opérer des paiements avant de continuer. Je peux compléter un truc rapidement. Non, laissez-nous d'abord prendre les autres et après on va revenir à vous. Parce qu'il y a d'autres qui avaient posé la question. Je prends d'abord aussi le premier intervenant. Oh. Et il dit, le contribuable qui a de numéro IFU, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est déjà connu des impôts? Non, il y a une distinction à faire, puisque vous savez, aujourd'hui, les entreprises sont créées en 2 heures, 3 heures. Vous pouvez créer votre entreprise en 2 heures, 3 heures, et puis le dispositif de création d'entreprise a été sciemment allégé et favorisé pour que il n'y ait pas d'entrave à la création des entreprises. Donc, et à l'occasion, on donne à chacun déjà des numéros IFU. Les numéros IFU. Bon, maintenant, donc, ça, c'est les personnes qui sont immatriculées. Mais quand vous êtes immatriculé, vous devez d'abord accomplir vos obligations déclaratives et de paiement pour qu'on sache que vous êtes fidélisé dans le centre des impôts. Donc, contribuables non connus du fisc, aujourd'hui, ça voudra dire que c'est aussi bien des personnes immatriculées que des personnes peut-être non immatriculées qui exercent. D'ailleurs, même, il va être difficile que ces personnes non immatriculées puissent au moins faire même des factures normalisées. Mais IFU ne veut pas dire que la personne est déjà connue des centres des impôts. La preuve, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui existent, qui ont été créées. Quand vous prenez le fichier des entreprises créées, vous allez voir qu'il y a un gap important entre ce nombre-là et les fichiers de nos contribuables dans nos centres. Donc, nous on fait une nuance entre le numéro IFU et être connu dans les centres des impôts. Bon, donc, aujourd'hui,
c'est d'abord les entreprises qui ne sont pas connues des centres. Nous, on les invite à aller rapidement se régulariser dans les centres. Ça, c'est une entreprise bonne et due forme. On les invite à se régulariser rapidement. Mais les personnes physiques qui exercent en tant qu'individus, sans même créer même un registre de commerce, sans aussi appartenir à un ordre aussi, là également, c'est ceux-là qui sont concernés par la première phase. Et avant de faire des factures, ils seront amenés à payer préalablement le prélèvement de 5%. Vous avez bien compris que c'est le fournisseur qui, avant de faire sa facture, paye en ligne l'AIB à l'occasion. Vous avez bien compris. Cet intervenant a dit oui, qu'il veut comprendre si c'est le fournisseur qui lui-même va payer en ligne avant de finaliser sa facture. Oui, c'est comme ça le dispositif. Parce que c'est une personne physique qui n'est pas connue des fichiers des impôts. Et ça va être même difficile que ces personnes-là viennent être fidélisées, puisque n'ayant pas de siège social, n'ayant pas de siège d'une entreprise, comment on va éventuellement les poursuivre pour pouvoir réclamer l'impôt. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix, dans une première phase, que les personnes physiques, si elles peuvent déjà payer en ligne ce prélèvement qui correspond justement au même taux de paiement de celui qui est à TPS, il n'y a pas besoin encore que ces personnes physiques qui ne sont pas entreprises puissent se formaliser. Par contre, quand vous franchissez le seuil de ces 4 millions par an, vous devez être amené à créer une entreprise pour pouvoir être fidélisé dans un centre. Le second volet de votre question, c'est que vous dites que vous êtes une école et que cette école est exonérée de tous les impôts. Bon, je prends votre accession comme parole d'évangile et entre griffes. Hein. Je ne discute pas ça parce que avant de s'en prévaloir, il faut avoir des documents qui vous donnent ce statut-là. Est-ce que c'est une école internationale, à auquel cas vous avez l'accord de siège? Donc, si votre école ne doit pas payer des impôts, normalement, on ne peut pas également l'épingler pour qu'elle puisse payer en voulant faire sa facture, pour qu'il puisse payer 5%. En fait, j'ai donné des exemples de groupes là. Hein, de groupes. On va peut-être mettre ce cas-là dans un groupe particulier. Là, vous allez cocher ce groupe-là pour ne pas être obligé de supporter préalablement cet impôt. Parce que l'AIB, là, si vous n'avez pas un impôt à payer, inutile de vous faire payer cet AIB en amont. C'est pour ça que tous ceux qui sont en dérogation des factures normalisées, on a essayé donc de faire des rubriques qu'ils peuvent cocher pour ne pas être appréhendés. Mais attention, c'est sous votre souveraine appréciation. Parce que nous, on a les moyens de savoir si par derrière, quelqu'un coche un groupe qui ne correspond pas à sa catégorie réelle. Au jour le jour, nous, on a le moyen de savoir. Et là, les sanctions sont trop dures, seront trop dures. Je n'ai pas voulu parler de sanctions une école à cette internationale. Oui, l'école internationale, vous ne serez pas appréhendé. Vous aurez un groupe qui vous allez cocher, qui correspond à votre statut, et vous n'allez pas pouvoir payer préalablement le prélèvement sanction. Je n'ai pas vu ce groupe-là dans les trucs que vous avez affichés. Donc, oui, c'est là à titre indicatif. Il y a des groupes qui seront complétés. C'est à titre indicatif que j'ai listé ces éléments-là. On n'a pas voulu aussi vous montrer quel groupe est tassé, quel groupe n'est pas tassé aussi. J'ai juste donné l'exemple pour vous montrer. Donc, vous choisissez votre groupe, on va vous appréhender en ligne. Et mieux, si on vous appréhendait à tort, il y a des possibilités de faire des réclamations. On a prévu des champs pour que vous puissiez faire en même temps la réclamation en ligne et on va prendre en charge par derrière pour régler. Est-ce que ça peut aller? Oui, c'est bon pour moi. Merci.
Mais puisque l'école est exonérée a priori pour son activité, mais s'il y a des activités accessoires qui ne rentrent pas en ligne de compte dans les activités sur lesquelles on l'a exonéré, il faut savoir qu'en principe, vous devez faire la nuance aussi et faire des factures et payer les impôts sur ces aspects-là éventuellement, à moins d'avoir un accord de siège qui vous exonère totalement du paiement d'impôts. Ok, nous allons continuer avec les intervenants. Oui, Amadou, ou bien, c'est ça? Adamou, oui, Adamou. Adamou, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Adamou, vous avez la parole. Bonsoir, directeur. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, oui. Okay. Je vous remercie pour la présentation. Et ma question est celle-ci. Lorsque le consultant individuel a payé lui-même en amont son AIB de 5%, normalement, il y a l'entreprise aussi pour qui fait la prestation qui doit prélever l'AIB, qui est de 3%. Que devient alors cet AIB-là? Ou bien désormais, il n'y a plus cet AIB, le consultant paie directement son AIB de 5%. Je vous remercie. J'ai envie de répondre en même temps. Hein. Parce que on l'a dit dans la présentation. On dit que la nouveauté, c'est que votre facture même, en tant que fournisseur, va préciser même que cette facture a déjà fait l'objet d'un AIB payé en ligne à hauteur de tel montant. Et si il y a AIB à vous prélever, dans un cas normal, il ne va plus rien prélever, puisque le taux que vous avez supporté, vous, en ligne, est de 5%, a priori. Donc, le prélèvement que lui devait vous faire est de 1 ou 3%. Donc, il doit pouvoir s'abstenir, puisque c'est dit, même sur votre facture, le système même imprime sur la facture que cette facture a déjà fait l'objet d'un prélèvement d'AIB payé en ligne de tel montant et de ne plus prélever à cette hauteur-là. Donc, si ce que lui devait prélever est inférieur à cette hauteur, c'est qu'il doit s'abstenir carrément de vous faire un prélèvement. Ok. Je vous remercie. Allô? Monsieur Zomaou. Ouvrez votre micro. Vous me recevez? Oui, oui, tout à fait. Merci okay. de nous Bonsoir, rejoindre. monsieur le directeur. Bonsoir. Bonsoir. À tous les membres du panel. Bon, moi, je voudrais poser ma question sous deux angles. J'ai un cabinet que j'ai créé en 2018, mais en même temps, je suis consultant individuel. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai créé le cabinet en 2018, j'ai eu très tôt à faire face à des difficultés de marché, donc je candidatais pour des appels à candidature, des appels d'offres et autres, mais ça ne marchait pas et très tôt, je suis allé voir les services des impôts pour demander une suspension d'activité du cabinet. Alors, quand vous demandez, par exemple, que les entreprises ou établissements qui ne sont pas connus des services des impôts doivent très tôt aller vers ces services des impôts pour se faire connaître, il se pose une question. Si on se fait connaître qu'on n'a pas démarché, à quoi ça sert? On sera taxé de payer des impôts, mais on n'a pas démarché en retour. Donc, vous comprenez qu'il y aura toujours des établissements qui existent, mais qui ne pourront pas tout de suite faire la démarche que vous demandez de faire. Alors, quel est le sort réservé à ces établissements-là? Est-ce qu'ils doivent disparaître ou quoi? Alors, ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, c'est à titre de consultant indépendant. Lorsque on va sur la plateforme de l'IMSF pour émettre les factures, les informations que nous lisons sur la plateforme disent que normalement que tout consultant indépendant est soumis au paiement de l'AIB. Et lorsque vous êtes enregistré, vous avez un IFU,
que l'AIB, le taux prélevé, c'est 1%. Et c'est lorsque vous n'avez pas un IFU, un enregistrement donc aux impôts, que vous payez 5%. Alors, je suis surpris donc que depuis que vous parlez de taux de 5% à appliquer aux consultants individuels et qui doit payer d'abord avant. Est-ce à dire que vous ne reconnaissez plus les IFU que nous avons eus? Ça, c'est ma question. Sinon, pourquoi alors 5%? Ok. Merci. Merci pour cette préoccupation. Je dois faire nettement la nuance. Vous dites que vous avez un cabinet. Donc, un cabinet qui certainement opère sur un établissement. Et en même temps, vous accomplissez des prestations à titre individuel en tant que consultant. Et pour faire les deux types de factures, il doit y avoir une différenciation nette. Lorsque vous faites une facture au nom de l'établissement, on doit pouvoir distinguer ce type de factures des factures qui sont effectuées au nom de l'individu en tant que prestataire. Dans votre cas, si vous dites que vous avez suspendu les activités, ça veut dire que vous ne devez pas alors faire des factures au nom de l'établissement. Quelqu'un qui a écrit, parce que pour son activité aussi, il faut faire des formalités subséquentes. Ce n'est pas qu'on décide seulement, on le fait. La loi a prévu des conditions dans lesquelles il faut suspendre, il faut écrire, écrire un certain nombre de temps avant de cesser réellement, et les impôts doivent venir constater, y compris même faire même des contrôles pour voir si tout ce qui est déjà passé est bien fait avant de vous autoriser à suspendre. Si vous suspendez simplement à votre seul niveau sans prévenir, sachez que vous devez alors maintenir votre entreprise en vie, donc accomplir au moins les obligations déclaratives. Mais vous pouvez même déclarer mettre néant. Mais ne pas déclarer, ça veut dire que vous allez tomber dans le rang donc, des personnes qui ne sont pas connues au fichier. Parce que je vous ai dit tantôt que même si vous êtes établissement connu et que vous n'accomplissez pas vos obligations, vous manquez dans des obligations déclaratives de paiement, on peut vous assimiler à quelqu'un qui n'est pas au fichier. Parce que la loi définit le fichier comme des gens qui sont dans les centres et qui payent régulièrement ou qui font les déclarations régulièrement. Donc ça là, c'est net. Soit vous maintenez votre établissement et vous continuez à déclarer néant, mais vous ne pouvez pas dire que oui, j'ai cessé à mon niveau et donc il faut attendre le marché. Si vous savez que vous attendez le marché, alors vous maintenez en vie. Je n'ai pas arrêté à mon niveau. Non, s'il vous plaît, laissez-moi vous répondre d'abord. Ce n'est pas un dialogue, s'il vous plaît. Laissez-moi vous répondre. Vous pouvez revenir à la charge. Vous pouvez revenir à la charge. Bon, donc, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, vous faites encore là une confusion. Vous dites que il y a un taux de prélèvement de 1%, que nous on dit maintenant ici 5%. Si vous êtes établissement et que vous exercez votre activité dans le cadre de votre établissement, vous envoyez vos factures à vos clients. Anciennement, ces personnes vous font des prélèvements à la source à hauteur de 3% ou 1%. Ça devait pouvoir continuer, mais attention, celui qui a déjà payé en ligne avant de faire une facture de 5%, il ne va pas faire l'objet d'un prélèvement à nouveau. Sachez que ici, là, ce qui est poursuivi, c'est de pouvoir prendre en même temps l'impôt TPS, jusqu'à hauteur de 50 millions, pour les personnes qui ne seraient pas à jour, mais qui font en ligne des factures normalisées. Donc, c'est la loi qui l'a institué. Ça, c'est à 5% ce taux-là de prélèvement. Et si vous payez ce taux-là, ça veut dire qu'on ne va pas encore à nouveau vous prélever les 1%. Ça veut dire que dans le système normal, avant qu'on ne puisse mettre en application ce dispositif-là, ça veut dire que lorsque vous prélèvez anciennement 1%, vous devez en fin d'année prendre l'état financier pour payer le complément. Et payer TPS, et TPS c'est 5%. Donc si vous avez payé 1%, et pendant que vous avez mis les factures, les fournisseurs vous ont prélevé 1%, ça suppose que vous fassiez l'état financier. Et
et donc payer le complément pour être à 5% le taux de TPS si votre chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 50 millions. Mais si ça dépasse 50 millions, d'ailleurs, le choix que l'administration fiscale vient de faire, c'est que même si vous êtes individu, consultant, et que vous payez libératoire en ligne 5%, quand vous dépasserez les 50 millions, on va vous dire gentiment, il faut aller vous faire créer un établissement et donc commencer par exercer dans ce cadre-là. Donc, un consultant pour nous ne peut pas continuer à exercer au-delà de 50 millions en tant que consultant sans s'adosser soit à un établissement, soit à un autre professionnel quelconque. Donc, c'est ça la nuance qu'il faut faire. Donc, 1% a toujours existé et va peut-être exister. Pour ceux qui n'ont pas été épinglés parce qu'ils sont peut-être connus, par exemple, si je prends le cas aujourd'hui de celui qui est à jour des obligations fiscales, lui, il ne va même pas être épinglé pour être dirigé même vers la plateforme de paiement des 5%. Donc, autant alors faire tout pour être à jour, pour ne même pas être pris dans le lot de ceux qui seront éligibles à ce prélèvement de 5%. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, vous avez répondu en partie, mais je n'ai jamais existé en tant que cabinet depuis la création du cabinet. Il y a un papier délivré par le service des impôts qui suspend les activités, mais c'est pourquoi il disait que j'interviens sur 2 volets. Et donc, vous ne pouvez plus faire des factures alors dans ce cadre. Consultant individuel. Oui, mais en tant que prestation, Voilà. en tant qu'individu aujourd'hui, vous avez, Oui. vous n'avez même pas le choix. Vous êtes tenu de payer les prélèvements à la source tant que votre chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions. Si vous devez exercer, faire des factures en tant que consultant, tout ce qu'il faut consultant, sans l'adosser, sa prestation à l'établissement, c'est que ces personnes doivent payer en ligne libératoire en même temps les 5%. C'est que votre cas. Donc, puisque vous exercez qu'à titre privé, sachez que vous êtes tombé dans sous le régime alors de ces prélèvements libératoires en ligne de 5%. Et maintenant, pour faire cette facture-là en votre nom personnel, chaque fois, vous devez prélever, vous devez payer en ligne les 5% avant de faire même la facture adressée à votre client. Mm-hmm. Oui, c'est clair, merci. Ok, merci. Le suivant, c'est Christophe. Monsieur Christophe. Oui, bonjour. Ouvrez votre micro, oui. Alors, j'interviens aussi pour poser 2 questions. Ma première préoccupation... Allô, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Ok. Ma première préoccupation concerne les consultants qui ont en temps un registre de commerce. Vous êtes d'accord avec moi que quand nous faisons le rattachement, faites-moi la tête. Quand nous essayons de nous mettre à jour sur la plateforme des factures normalisées, on nous demande souvent êtes-vous un consultant individuel ou pas. Voilà que ce dernier a un registre de commerce, mais qui n'est pas rattaché à l'entreprise, au numéro IFU. Et tout se fait normalement au nom de l'IFU. Donc, il délivre des factures normalisées en son nom personnel. Si aujourd'hui il veut se mettre dans la base, c'est-à-dire se mettre à jour vis-à-vis de ses obligations, est-ce qu'on peut faire un rattachement à la DGI et automatiquement sur la plateforme, on pourra éditer des factures au nom de l'établissement? Ou il faut autre procédure venir vers vous avant de pouvoir obtenir cette possibilité-là? Vous avez fini? C'est la première préoccupation. Oui. Deuxième. La seconde préoccupation, c'est par rapport à ceux qui entendent délivrer des factures normalisées sur la plateforme sans pour autant se formaliser au niveau de l'administration fiscale, mais qui aujourd'hui se verront en obligation de payer soit les 5% ou d'aller se mettre à jour vis-à-vis du fisc. Quel traitement est approprié à ceux-là?
est-ce que les statuts émises en tant que consultant individuel par le passé auront un impact sur les états financiers qu'ils auront à établir ou on fait fi de cette facture et on entame normalement maintenant? Puisque vous n'êtes pas sans savoir que même avec ceux qui ont de registre de commerce, ils délivraient des factures normalisées sans pour autant payer quelque chose dessus. Voilà mes deux préoccupations. Ok, je vais répondre d'abord en commençant par la seconde préoccupation. Ce qui a été institué, ce n'est pas qu'on a créé d'amnistie fiscale. Hein. Il n'y a pas d'amnistie fiscale. Il n'y a pas d'amnistie fiscale. Ok. Tout ce qui est fait comme opération précédemment demeure imposable. Donc, les personnes physiques qui n'avaient pas été appréhendées avant de faire leur opération, elles savent que en fin d'année, ils doivent pouvoir faire le point et se rapprocher du service des impôts de la localité et reverser les prélèvements dus. À partir de maintenant, ces personnes vont prélever en ligne et ça va commencer par être libératoire jusqu'à hauteur de 50 millions. C'est ça. Ce n'est pas qu'on passe en perte et profit ce qui est déjà passé. On n'est pas là pour décréter la métier fiscale. La loi n'a pas dit ça. Mais c'est un dispositif pour commencer par appréhender les consultants, les personnes physiques qui ne sont pas rattachées à un centre dès cet instant-là, dès le mois d'avril maintenant. Et à partir de cet instant, elles ne seront plus, les personnes ne seront plus tenues de faire des états financiers et de faire des déclarations fiscales après coup. Après coup. Ok. Bon, maintenant, votre premier volet, vous dites que vous n'arrivez pas à faire de rattachement. L'IFU n'est pas rattaché au registre de commerce. Ça fait que sur la plateforme, pour établir les factures normalisées, c'est directement au nom de ce dernier. Alors, si c'est directement au nom de ce dernier, vous risquez d'être acheminé dans le canal de ceux qui vont payer les 5%. Maintenant, si vous rattachez, que vous faites la facture au nom de la personne morale établissement, ces factures que vous allez faire au nom de la personne morale établissement ne seront pas concernées. Voilà, c'est la question que je m'avais vous poser. Pour le moment, et puis là c'est pour le moment, hein, puisque je vous ai dit que on va observer quelques temps pour que les personnes morales établissement aillent se faire fidéliser dans les centres et être à jour de leurs obligations. Mais si vous êtes, même si vous êtes rattaché dans par exemple moral, que vous voulez faire facture comme par exemple moral et que vous n'êtes pas à jour dans un avenir un peu plus ou moins proche, parce que vous n'êtes pas à jour et désactivé, on peut bien vous faire payer d'abord en ligne l'AIB. Okay. C'est-à-dire que pour l'avenir, les entreprises et les sociétés, les établissements qui sont dans les centres, mais qui ne respectent pas les obligations, quand elles veulent faire des factures aussi, on va leur dire de payer. Ça c'est l'avenir, ça. Mais pour l'instant, comme ce sont des établissements qui peuvent se faire régulariser, on a pris pour nous le choix de leur laisser un petit temps pour qu'ils se mettent à jour. Oui, un complément là, à faire par mon collaborateur. Il y a un complément à faire par M. Obinti, qui est le chef de l'appui technique. Merci beaucoup, directeur. Je salue toutes les personnes qui sont en ligne. Je veux juste compléter un aspect de la préoccupation de l'intervenant. Il a demandé, lorsqu'il intervenait, comment faire dans la pratique pour faire le rattachement. C'est simple, pour faire le rattachement, vous faites une demande de rattachement et à la demande, vous associez votre registre de commerce, votre numéro IFU et puis votre carte d'identité, la copie de votre carte d'identité que vous déposez à la Direction générale des impôts et le rattachement sera fait. Et dès que le rattachement est fait, automatiquement la plateforme se met à jour et désormais vous pourriez faire une facture soit en tant que personne physique, là vous avez la possibilité de cocher, soit en tant qu'établissement. Merci.
Ok, Faudra-t-il se c'est rendre tout ce que physiquement? je voulais savoir. Pour l'instant, il faut Si déposer la c'est demande quand même automatique. à nos services. Il faut déposer la demande Oui, à nos services. Bon, maintenant, il n'y a pas de... peut-être que dans un futur proche, peut-être vous pourrez peut-être amener à faire peut-être ces doléances peut-être aussi en ligne pour faciliter la tâche. Dans un futur très proche. Ok. Et bon, ça peut aller. Ça Ok, peut aller merci. pour le moment. Merci. Le suivant. Bio Taku. Ouvrez votre micro et prenez la parole. Oui, bonsoir, monsieur le directeur. Oui, bonsoir. Bonsoir, chers participants. Oui, bonsoir. Ma préoccupation est celle-ci. Lors de vos interventions, brusquement, la connexion m'a coupé. Je n'ai pas suivi certains points lors de la présentation. Il s'agit des 7 points dont vous avez fait cas. Je voulais essayer de comprendre un peu ces points. Et aussi, si les prestataires de services qui émettent les factures lors de les prestations aux clients et à leur tour qui devaient faire des routines de A et B à l'ordre de 1% à 3%. Maintenant, lors de la déclaration, comment ça va se passer à ce niveau? C'était un peu mes préoccupations. Ok. La seconde préoccupation rejoint déjà la préoccupation de l'intervenant tout à l'heure là. Lorsque vous avez déjà payé en ligne l'AIB autour de 5% avant d'adresser votre facture à votre client, ce client ne peut plus faire un autre prélèvement au titre de ce même AIB. Il ne peut, puisque si ça tout se passe bien, vous allez être même en crédit, puisque vous avez prélevé 5% et lui devrait vous prélever peut-être 3%. Donc il sera abstenu, il va s'abstenir plutôt de vous prélever l'AIB. Et d'ailleurs, la facture que vous allez mettre va indiquer clairement que il ne doit pas prélever à nouveau l'AIB. C'est comme ça qu'on a mis en place le dispositif. Maintenant, ça reste les 7 points. Les 7 points dont vous parlez là. En fait, c'est à titre indicatif. Lorsque vous relevez d'un groupe où vous allez payer AIB en ligne, il y a des fenêtres qui vont être cochées. C'est souvent le cas. Vous pouvez peut-être être appréhendé pour payer ou non. Ça dépendra de votre groupe de transactions. Donc, je donne des exemples pour des cas. Et c'est souvent des cas de dérogation à la facture normalisée que nous avons listés. Et les autres là sont considérés comme des gens qui sont autres que les dérogations. Mais attention, j'ai dit aussi que si vous choisissez un groupe à la place d'un autre, on va présumer que vous êtes de mauvaise foi. Donc faites beaucoup attention là, pour choisir bien le groupe. Si vous choisissez un groupe autre que le groupe normal qui vous appartient, parce que nous on aura la facture que vous avez émise là, on l'aura en arrière-plan. On va l'analyser pour voir quelles sont les transactions que vous avez effectivement réalisées. Si c'est une transaction qui ne doit pas être assimilée aux transactions de dérogation que vous avez mis, que vous avez fait cette transaction en choisissant ce groupe-là, vous pourrez être amené à être sanctionné. Donc, faites attention, il y a des choix des groupes là, il faut bien voir dans quel groupe vous êtes. Et vous pouvez choisir le groupe approprié pour continuer. Sachez qu'il vaut mieux payer en ligne si vous êtes personne physique. Nous, quand on est dans un centre, sachez qu'il vaut mieux payer en ligne que d'avoir à faire des gymnastiques pour y échapper. D'accord, c'est bien reçu, monsieur le directeur. Ok. Maintenant, il y a une question qui revient dans le chat là, à savoir que si une facture a donné lieu à un paiement en ligne d'AIB à 5% et que l'opération après a été annulée, nous mettrons en place un mécanisme de correction. Si vous payez parce que c'est à tort, vous serez remboursé ou compensé.
on va permettre de compenser ce montant-là pour autre chose, ou vous serez remboursé si vous ne devez pas payer du tout d'impôt que vous avez payé à tort. Et donc, lorsque c'est quand même des factures d'avoir qui sont émises, lorsque la facture d'avoir sera en train d'être émise, si vous faites bien la référence de la facture initiale et que vous avez déjà payé, on ne va plus vous demander alors de payer à nouveau sur la facture d'avoir l'AIB. On va paramétrer de telle sorte que la facture d'avoir liée à la même facture qui est annulée pour d'autres raisons, puisqu'on peut annuler une facture juste parce qu'un nom a été mal écrit. Dans ce cas-là, lorsque vous avez déjà payé précédemment à travers un canal, l'AIB, et que vous voulez faire facture d'avoir, vous n'allez pas payer à nouveau, pas extraordinaire à survenir et que l'opération même est annulée, on peut quand même vous rembourser ou compenser cet AIB payé et suite à des réclamations que vous allez faire en ligne. Vous pouvez faire la réclamation en ligne et on va prendre ça en charge, on va traiter pour vous rétablir. Ça ne va pas des fonds indûment payés. C'est prévu que cette préoccupation soit prise en charge par une équipe qui sera constamment en train de faire la veille pour prendre en charge ces préoccupations et y répondre. D'accord. Maintenant, c'est quand même curieux que dans la vraie vie, parfois, même des restaurants disent qu'ils ont annulé des factures. C'est comme si la personne a déjà mangé, après, la personne a vomi ce qu'il a mangé. Donc, parfois, certains jouent avec les factures d'avoir pour pouvoir faire des jeux. Il faut faire attention prochainement, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, donc, l'erreur étant humaine, on conçoit qu'il peut y avoir des erreurs, mais toute erreur qui donne lieu à une annulation, on va prendre ça en charge et on va vous compenser ce qui est payé ou rembourser s'il n'y a pas d'autres choses à compenser. Stagiaire qui facture pour se faire payer. Je veux dire la vérité sur ces types d'agissement. Normalement, un stagiaire qui doit pouvoir être payé n'a pas besoin de faire une facture normalisée. Parce que ce n'est pas besoin de faire une facture normalisée en principe. Mais dans la vraie vie aujourd'hui, les gens sont assez frileux et de bonne foi, ils demandent aux stagiaires, puisque la loi a même fixé le régime des allocations de stagiaires. Et normalement, il a même dit que quand les frais de stage sont limités à des montants donnés et dans un certain temps, c'est exonéré de l'impôt sur salaire. Sinon, normalement, ça devait être traité dans le régime des impôts sur salaire. Mais il se fait que nos compatriotes sont assez ingénieux en imagination et ils transforment de vrais salariés en prestataires permanents. Parce qu'on veut contourner le régime de VPS pour ne pas payer les 4% additionnels et payer les droits de cotisation sociale et consorts. Et donc, on transforme de vrais salariés en prestataires. Dans ce cas, il peut... si ce n'est pas ce cas-là, il vaut mieux que ces personnes soient dans un régime de salaire. Et là, si c'est indemnité de stage rentrant dans le cadre strict de ce que prévoient nos législations, même sans facture normalisée, ces indemnités peuvent être déductibles. Ça peut être déductible. Parce que le salarié n'est pas tenu de faire d'abord sa facture avant de se faire payer. Ça devait être le même régime pour le stagiaire qui a un temps limité et qui est payé à une certaine rémunération. D'accord. Sinon, la préoccupation, c'est dur parce que les inspecteurs, quand ils viennent, il y a beaucoup de prestations sans facture, ils disent que ce n'est pas déductible. C'est ça qui amène les entreprises à demander aux stagiaires de produire des factures à la fin du mois. Non, si c'est vraiment un stagiaire, normalement, il doit être dans le régime des impôts sur salaire. Et si c'est limité au temps d'exonération prévu par la loi, on ne va pas lui demander. Mais quand ça dépassera ce temps-là, ou bien le montant indiqué par la loi fiscale, dans ce cas-là, on doit le traiter comme un salarié. Et la charge est déductible. La charge est déductible. D'accord. C'est ça.
C'est que c'est les entreprises même qui font des choix d'optimisation à l'essai et qui génèrent l'interprétation des inspecteurs des impôts. D'accord. Bon, ça peut aller. Merci beaucoup, DG. Merci beaucoup. Bon, on va donner la parole alors à Hervé Dako. Hervé Dako, vous avez la parole. Allô? Oui, allô? Ok. Bonsoir, DG. Oui, bonsoir. Ok, mais merci déjà pour l'occasion. Alors, je suis venu pour poser deux préoccupations. Ma première préoccupation, c'est de savoir si le dispositif dont il s'agit, c'est-à-dire le dispositif qui vont permettre au paiement en ligne de l'AIB, donc des personnes non communes au fichier des impôts. Est-ce que ce dispositif est déjà mis en place? Sinon, quand? Donc ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est de savoir est-ce que cela implique pour une entreprise qui a l'habitude de recevoir des prestations auprès des personnes physiques qui émettent des factures réalisées en ligne, est-ce que cela implique que ces entreprises que d'office, ils ne sont plus appelés après le prélèvement à la source de l'AIB pour ces personnes physiques? Merci beaucoup. Oui, merci pour votre préoccupation. Le dispositif est déjà en place et sera fonctionnel en principe pour compter du 1er avril prochain. Donc, on vous a déjà prévenu longtemps par un message depuis l'année dernière, depuis la fin de l'année dernière, 3 mois même au moins avant la fin de l'année dernière, mais on a repoussé jusqu'à présent. C'est pour que les gens puissent prendre le temps de poser leurs préoccupations ou bien de faire des régularisations pour ceux qui peuvent le faire. Maintenant, donc, dès que vous allez constater, dès que vous allez vouloir faire une facture dans le courant du mois d'avril maintenant, 1er avril étant un jour, je ne sais pas si c'est un jour ouvrable, le premier prochain, c'est un lundi de Pâques. Bon, on pourrait même laisser passer ce jour et peut-être reporter courant de la semaine ou la semaine suivante. Donc, vous allez constater, dès que vous allez être en ligne, et vous allez pouvoir faire, mais quand vous payez, ça va être libératoire de votre impôt quand vous êtes une personne physique agissant à titre indépendant. L'implication pour les entreprises, on a sorti une note circulaire qui précise bien que pour les personnes qui ont déjà fait l'objet d'un paiement en ligne au cours de l'édition de leur facture, il ne faut plus leur prélever. On a dit, ça ne va pas, et d'ailleurs même la facture que vous allez émettre va mentionner clairement qu'il ne faut plus faire le prélèvement à cette hauteur-là. Cette hauteur-là. Bon, maintenant, il y a des faussaires. Si des faussaires s'amusent à faire des factures qui ne sont pas normalisées, donc nous appelons la vigilance des contribuables à bien vérifier l'authenticité des factures désormais. Ils ont déjà des canons, on a déjà communiqué là-dessus longtemps avant. Comment il faut contrôler une facture authentique. Vous irez sur la plateforme et SIGMEF pour vous en rendre compte et constater que si vous avez des doutes, il faut demander l'arbitrage des services des impôts. Donc, la facture va mentionner que cette facture a déjà fait l'objet de paiement et l'intéressé doit même vous exhiber la quittance payée. Et sur la quittance, il y a des éléments qui sont assez importants qui certifient que c'est dans notre système. Donc, on a prévu tous ces cas de figure pour que vous ne soyez pas berné, mais également, si éventuellement ce que vous devez prélever dépasse ce que la personne a payé en ligne, c'est à ce moment qu'il y aura débat. Mais je doute que ce soit
le cas, parce que les taux de prélèvement habituels sont inférieurs aux taux de TPS, qui sont celui qu'on a prévu dans la loi comme un prélèvement libératoire pour ces cas de figure. Ok. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, celui qui paie l'AIB en ligne, c'est-à-dire l'individu qui paie l'AIB en ligne, en temps normal, la quittance lui est délivrée automatiquement. Tout à l'heure, dans la présentation, j'ai montré ça. Je ne sais pas si bon. Je sais pas. Vous voyez mon truc là, mon écran? Oui, bon, je vous vois. Attends, je partage encore mon écran à nouveau pour vous montrer ce que je dis là. Je partage à nouveau mon écran pour que vous puissiez voir ce que je... Vous voyez mon écran maintenant? Oui, c'est bon, je vois ça. Bon, donc vous voyez la présentation. Tout à l'heure là, ici. Je le mets grand. Vous voyez cette page-là? Oui, je vois bien la facture. Lorsque vous payez et que quand vous donnez la main pour finir votre facture, vous voyez, c'est les deux, vous voyez là. Il y a ici, un peu en haut là, après le titre du diapo là, vous avez vu quelque part, ils ont mis imprimé, facture PDF. Oui. Vous avez vu, à côté, il y a quittance AIB. Ah, d'accord. La personne peut déjà télécharger sa quittance en ligne et vous l'exhibez. Ok. Et mieux, ce que je disais tantôt là, c'est ça qui est là, mise en exergue. La facture même qui est délivrée, dit ici, par exemple, vous voyez, c'est écrit là que cette facture a donné lieu au paiement en ligne d'un AIB de francs CFA 484 francs qui ne doit plus faire l'objet de retenue à cette hauteur par le bénéficiaire. Ok, ça marche. Et le numéro qui est identifié, c'est ce numéro-là. Vous voyez, le FPID là, c'est un numéro unique qui permet de ne pas se tromper. Classifié. Et également ici, vous allez voir ici que la référence de la quittance aussi est mentionnée sur la facture. Ok, d'accord, ça marche, c'est bien. Ouais, donc les dispositions sont prises pour que vous ne puissiez pas être berné. Ceux qui doivent prélever vont pouvoir s'abstenir dès lors que la facture même mentionne combien a été payé et ça dépasse déjà le montant que vous deviez retenir. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. C'est bon, ça peut aller. On continue avec les intervenants. Ensuite, c'est Moukala qui a parlé. C'est quoi? Monsieur Michel. Je vous rappelle, Monsieur Michel a ouvert son micro et parler. Je rappelle une fois encore aux participants d'envoyer leur mail dans le chat pour qu'on puisse leur envoyer la présentation et qu'on puisse aussi leur envoyer d'autres éclairages nécessaires pour leur gouverne. Bonsoir, vous me recevez? Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Ma préoccupation, ça va à l'endroit des entreprises. Bon, je prends le cas d'une entreprise qui est au régime du réel et qui fait des déclarations mensuelles. Le moment est arrivé peut-être à la seconde phase et l'entreprise n'est pas à jour vis-à-vis du fisc et sur la plateforme lors de la délivrance des factures normalisées, l'entreprise a supporté les 5%. Je suppose que c'est pour une vente de biens corporels. Maintenant, comment se fera la déclaration au titre de cet AIB? Voilà que les rubriques que nous avons, il y a AIB collecté sur le net en gros, AIB acquitté lors des achats de biens corporels, mais il n'y a pas AIB acquitté lors de l'émission des factures normalisées. Donc, comment cette déclaration se fera vu qu'il n'y a pas un fournisseur qui a collecté l'AIB, mais c'est l'État qui a reçu l'AIB directement? Je suppose que cet AIB est bien sûr imputable. C'est ma préoccupation. Oui, et vous êtes dans une étape futuriste avec votre question, puisque j'ai précisé que au début là, seules les personnes physiques agissant à titre individuel
et qui ne sont pas adossés à des entreprises qui sont concernées dans une première phase. Le temps pour que les autres, non seulement se mettent à jour, mais respectent les obligations déclaratives et de paiement. Mais je me mets dans votre hypothèse. Je me mets dans l'hypothèse où, dans le futur, là, la personne qui est connue et qui est au réel, qui devrait faire cette déclaration, n'a pas fait de déclaration et qui a été appréhendée pour payer en ligne. Dans ce cas-là, on va vous indiquer la rubrique sur la déclaration en ligne. Si, dans une hypothèse future, un contribuable qui est au réel, parce que les obligations est amené à payer cet AIB va être compensé facilement. C'est un AIB payé, donc il va pouvoir le faire valoir dans les montants payés. Dans les montants payés, dans la déclaration, soit on va créer une rubrique de cela. Donc, n'ayez aucune crainte à ce niveau. On va compenser cet AIB qui sera payé par quelqu'un qui est au réel, qui va être accidentellement appréhendé parce qu'il n'a pas respecté une obligation déclarative. On va modifier peut-être la déclaration de l'AIB ou on va trouver un mécanisme pour que ce soit pris en compte dans les paiements, dans les montants à payer. Vous allez peut-être prendre ça pour l'imputer comme un montant d'AIB payé. N'ayez aucune crainte à ce niveau. Nous allons prendre rendez-vous avec vous après discussion avec nos partenaires techniques et nos sponsors pour une telle organisation. Nous remercions vraiment MTN Business qui a bien voulu nous accompagner pour pouvoir discuter avec vous. Mais indépendamment de leur volonté aussi, il y a eu quelques soucis techniques et nous sommes vraiment désolés de pouvoir arrêter d'abord la communication, espérant très rapidement vous revenir la semaine prochaine probablement, où vous serez informés par les canaux appropriés de la reprise de cette causerie-là. Merci une fois encore d'avoir manifesté un intérêt vraiment conséquent à cette préoccupation. Nous allons construire ensemble le Bénin, chacun en jouant convenablement sa partition. Merci à chacun, à tous et à très bientôt. Je vous remercie au nom du directeur général des impôts et à mon nom personnel. Toute l'équipe qui m'a accompagné aussi vous dit sincère merci. Et rendez-vous très prochainement. À très bientôt.